Alors, c'est le rendez-vous des Congosseurs, des Hohailleurs, de tous les gens qui awashent le crédit chez le voisin pour surfer et venir mal boucher les gens avec le crédit d'autrui. Alors, cette émission, c'est pour donner la parole aux leaders politiques, aux leaders tout court, mais surtout aux potentiels candidats à la présidentielle 2025. En français facile, à un potentiel futur président de la République. Mesdames et messieurs, asseyez-vous, chers invités. Nous allons accueillir aujourd'hui un leader charismatique, un leader qui a roulé sa bosse dans le monde politique. Mesdames et messieurs, amis internautes, amis tout court, faites du bruit pour monsieur Joshua Ossi. Comment je vous appelle? À vous le choix. Josh. Josh. Et c'était pas dans tes choix. C'était pas là mes choix. Oh. Donc Joshua. Ok. Donc je garde quoi? Joshua? Oui, ça va. Okay. Le principe, c'est de prêter serment, de dire à ces jeunes, je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Avec la main droite, je le jure. Comme ça, si pendant l'émission, il y a un mensonge, un enfant va dire le père, tu vas dire que tu vas dire la vérité, maintenant il y a un mensonge qui est sorti. Est-ce que vous êtes d'accord de vous prêter à ce jeu? Je vais me prêter à ce jeu et je souligne que c'est un jeu parce que normalement, jurer, c'est pas bien. Donc, mais je me prête au jeu et puis voilà. Okay. Donc je jure de dire toute la vérité, d'être sincère dans toutes mes réponses. Voilà. Merci, on applaudit. Là. Voilà, donc je tiens à préciser que nous sommes en 2025, donc d'ici la fin de l'année, le pouvoir des Toudji va soit continuer, soit changer. Et c'est pour ça que je tiens à préciser de ne pas me tenir rigueur des questions que je vais poser après, parce qu'on ne sait jamais, demain ou après-demain, vous êtes parmi les gens qui peuvent être là-bas devant. Donc, il ne faut pas vous rappeler de moi à mode, le petit m'avait posé la question façon. Ben écoute, si je suis ici avec toi et ces jeunes, c'est parce que nous travaillons tous les jours pour pouvoir apporter ce changement-là. Donc, on n'est pas ici pour jouer à la loterie ou dire si. Je suis avec toi ici parce que je sais qu'en novembre, je serai de l'autre côté. Voilà. Ok. Donc, alors, les gars, je vous ai dit, si quelqu'un a son CV, Manono, c'est maintenant qu'il faut passer le CV au grand. Alors, la première rubrique je suis de ceux qui pensent que les CV ne sont pas utiles. Ok. Bon, donnez vos noms, tout court. Donc, donnez seulement. Donc, comme ça, au moins, il va se souvenir du nom. Le fait de dire que les CV ne sont pas utiles, quand je le dis, c'est pas que tu vas me donner le nom. C'est tout simplement que mon expérience, elle est longue. Et peut-être aussi une partie de ma culture fait en sorte que j'ai compris que quand on veut travailler avec des collaborateurs, il faut rechercher la motivation chez les gens, il faut rechercher l'expérience des fois, pas toujours parce que souvent l'expérience c'est aussi un peu négatif. Si on a passé 10 ans à faire les mauvaises choses, ce n'est pas une bonne expérience. Okay. Mais ce qui est important pour moi, c'est la personne, la personnalité. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui ont commencé avec moi comme gardiens et qui dirigent des entreprises. Donc, et ce sont les meilleurs. Ok. Donc, l'un de ces jeunes peut commencer comme figurant dans une émission. Et puis, Inch'Allah, exactement, ça peut changer. Exactement. Très bien, on commence l'émission. Et ce n'est pas Inch'Allah, c'est par le travail. Bon, par le travail, voilà. Mais Inch'Allah quand même. Alors, la première rubrique s'appelle On dit que. Parce que l'émission, c'est Congossa TV, donc tout va se passer en mode Congossa. Parce que les gens disent beaucoup de choses et les gens veulent savoir beaucoup de choses. Pas de problème. Alors, on dit que vous êtes devenu un opposant trop docile et que dans notre contexte, c'est inquiétant. Mais écoute, je ne sais pas qui est-ce que ça inquiète. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est de construire. Et on ne construit pas avec des haches, on construit avec des pelles. Et voilà. Et vous savez, une chose très importante quand on est en politique, c'est de pouvoir se parler. Et mon éducation ne me permet pas d'être en politique pour placer des injures.
Le fait qu'on soit dans une autocratie et que les gens ne prennent pas soin de la population ne devrait pas être un prétexte pour se mettre à injurer ces gens, etc. On peut être contre quelqu'un tout en le respectant. Voilà, tout en le respectant. Okay. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui font la politique pour détruire. Je fais la politique pour construire. Et ma logique politique, c'est de créer des ponts, c'est de construire des ponts et pas des murs. Et quand on crée des ponts, on a l'obligation d'écouter. Malheureusement, dans une autocratie comme au Cameroun, ceux qui s'opposent au système gouvernant pensent qu'il faut le casser par la violence ou le casser, quand je dis violence, aussi verbale. On se comprend. Voilà, mais vous savez... Est-ce que ce n'est pas le régime en place qui les oblige à se mettre en posture d'être obligés d'agir comme ça? Ben écoutez, vous pouvez agir comme vous voulez. Mais les conséquences vont découler. Laissez chacun agir comme il pense. Vous savez, le pays ne va pas se refaire du jour au lendemain quand M. Biya va partir, et nous l'espérons tous, on travaille tous pour qu'il parte en octobre. Le pays ne va pas se refaire du jour au lendemain avec des gens qu'on va importer. Ce sont les mêmes qu'on insulte aujourd'hui qui seront là demain, qui vont payer des impôts, qui vont demander des comptes, etc. Donc, il faudra forcément qu'on se parle. Avec. Et donc, moi je dis, c'est plutôt une force de pouvoir rassembler, de pouvoir écouter, de pouvoir comprendre, même si on n'est pas d'accord. Et tout simplement, comme je le dis souvent, même pour ne pas être d'accord, il faut être d'accord. Donc, je suis on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Je suis sur cette voie-là, bien sûr. Je suis sur cette voie-là. J'ai toujours été sur cette voie-là. Et ça peut gêner ceux qui pensent qu'il faut absolument passer son temps à insulter. Mais ça ne passera pas par moi. Et voilà, donc moi, la politique pour moi, c'est cela. Question suivante, on dit que le chairman, Nijon Frondi, vous a choqué le parti parce que vous êtes son neveu ou son cousin, donc c'est une affaire de famille. Alors, je ne suis pas du tout parenté au feu Nijon Frondi, au feu chairman Nijon Frondi. On n'a aucun lien de parenté. Vous savez, encore une fois, ça étonne souvent les gens au Cameroun de trouver quelqu'un en politique qui peut faire preuve de loyauté, qui fait preuve de fidélité. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas tous les jours et dont les gens pensent qu'il y a un lien de sang et qu'on est obligé, etc. Non. Nijon Frondi, je ne suis pas de sa famille. Aucun lien de parenté? Aucun lien de parenté. Même pas cousin du village, rien? Non, même pas. Cousin du village voisin? Même pas de la même région. Ah ouais, carrément. Même pas grandi dans la même région. Donc, il n'y aurait même pas pu avoir un accident. Et moi, j'ai gravi les échelons dans le parti, du bas jusqu'au sommet. Et j'ai été loyal, j'ai été fidèle. Et j'ai été de ceux qui portait des critiques, mais certes des critiques constructives, qu'il appréciait. Et vous savez, quand vous gérez une association, un parti politique pendant 30 ans, vous apprenez à comprendre. 30 ans déjà dans le SDF? Pour vous? Pour moi, non, un peu plus déjà. Mais je veux dire, je dis en gros, en 3 décennies, vous apprenez à connaître les gens et savoir sur qui vous pouvez compter et sur qui vous pouvez compter un peu moins. En 30 ans, vous ne pouvez plus rien cacher à un leader comme Nijon Frondi. Donc voilà, donc c'était ma seule relation avec le feu Nijon Frondi, c'était d'être membre du même parti. Ok. On dit que vous n'êtes plus virulent comme opposant parce que, d'une certaine façon, vous mangez dans la mangeoire. Encore une fois, je suis constant. Je pense que la constance est une qualité en politique. Je suis contre le système qui nous gouverne aujourd'hui.
Je ne vais pas me mettre à venir à Congosat TV répéter du lundi au vendredi que ce sont des voleurs, ceci, cela. Les Camerounais savent tous de quoi nous souffrons. Maintenant, je pense, à mon âge et avec mon expérience, ce qui est plus important, c'est de proposer des voies de sortie. Vous savez, Bia Mosgo, pour moi, n'est pas un programme politique. Il doit partir, son système doit partir. Ça l'a été pour le SDF à une époque. Écoutez, oui, à une époque, certes, mais on a évolué. On a évolué. Et nous sommes beaucoup plus matures aujourd'hui. Et nous voulons gouverner ce pays. Et donc, nous devons proposer aux Camerounaises et aux Camerounais ce que nous voulons offrir. Et je pense qu'il faut passer 80% de son temps en politique, à dire où vous voulez aller, et peut-être 20% de condamner ce qui est pas bien et ce qui est mal fait. Okay. Mais le problème, c'est que les gens s'attendent qu'on passe 80, sinon 100% de notre temps à dire que les routes sont mauvaises, alors que tout le monde passe sur ces mauvaises routes et tout le monde est au courant de ça. Oui, on peut faire un petit rappel que c'est pas comme ça que les routes devraient être, mais ce qui est peut-être intéressant... Mais dit par un leader politique, ce qui est peut-être intéressant, bien sûr, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de proposer des voies de sortie. Vous savez, quand vous faites le catalogue de tout ce qui ne va pas bien, vous revenez à la fin du catalogue, vous avez la même conclusion qui est la mienne, c'est que le système doit changer, ce système nous tue. Et il doit changer et on doit se battre contre un système. Et comme je le dis, si vous enlevez M. Biya et vous mettez un de ses proches collaborateurs, le système va perdurer, le système restera. C'est le même système qui nous tue, va rester en place. Et donc il faut se battre contre ce système. C'est cela. C'est ce que je fais et donc j'essaye d'être consistant là-dedans. Et malheureusement, vous savez, dans une autocratie, la première façon pour qu'un autocrate garde la main sur un pays, sur son pays, c'est de pouvoir de faire en sorte que l'éducation politique soit inexistante. Comprenez? Et quand vous regardez les débats à la télévision, vous vous rendez vite compte que malheureusement l'éducation politique c'est quelque chose qui est un peu étranger tout à fait. À notre pays. Et donc, et c'est pour cela que les on-dit la sortent. Oui. Parce que... ils sortiront toujours. Hein. Ils sortiront toujours. Et c'est pour ça que je viendrai toujours devant toi pour m'expliquer. Alors, dernière question de cette rubrique. Alors, on dit que quelqu'un a dit, il y avait quoi avant? Vous vous dites quoi? Il y avait quoi avant? Ben écoutez, c'est une question très intéressante et en même temps complexe. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce pays mérite 1000 fois mieux. Et donc, le 1000 fois mieux, oui, il faut aller puiser dans notre nostalgie collective, de voir ce qu'on avait. Mais il ne faut pas s'agripper sur cette nostalgie. Le ressenti n'a jamais été un programme politique. Okay? Et le ressenti ne peut qu'être un projet politique quand on n'a rien à vendre. En fait, ceux qui se présentent devant les Camerounais en octobre 2025 pour avoir leur suffrage doivent dire aux Camerounais ce qu'ils veulent proposer, où est-ce qu'on va aller. Et on peut se baser sur ce qu'on avait. Mais vous savez, la première partie de... Qu'est-ce qu'il y avait avant? Donc la première partie où c'est ça qu'on veut savoir, parce que le régime de monsieur, le régime du feu président Aïdjo avait été, comment dirais-je, à 200% sur l'unité nationale. Et d'ailleurs, il a prétexté mettre l'unité nationale en avant pour passer au parti unique et avoir une main de fer sur tout le pays. Et évidemment, quand ce qui compte le plus pour vous, c'est l'unité nationale, si vous êtes président pendant 24 ans et ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, effectivement, ce pays, on a conçu... Vous savez, en fait, ce qu'il faut comprendre, peut-être pour aller un peu plus en arrière, c'est que nous sommes un pays en quête de nation. Okay? Et donc, le président Aïdjo
a pris un quart de siècle pour construire un pays. Et nous sommes nostalgiques de cette époque parce qu'au fait, on aurait attendu du système Biya, du régime de M. Biya, de construire la nation sur la base du pays. Mais au fait, il n'a jamais construit la nation et le pays a foutu le camp. Et donc, on est nostalgique de l'époque où on avait un pays respecté, dont nous étions fiers. Mais l'objectif visé d'un politique au Cameroun, c'est de remettre le pays en place et de construire la nation. Alors, et cette construction de la nation, malheureusement, n'a jamais débuté. Je vais resituer la question. Oui. Parce qu'il y avait quoi avant? Ça fait le buzz des réseaux sociaux. Oui, bien sûr. C'est une question qui a été posée par un membre du parti gouvernement, au pouvoir, oui. un membre du gouvernement et du parti au pouvoir. Oui. Il y avait quoi avant? Comme pour dire qu'il y avait quoi avant, genre c'est bien maintenant. Donc c'est pour ça que je vous demande. C'est pour ça il y avait quoi avant? Non, mais toi tu restes peut-être, tu veux avoir une liste matérielle. Moi, je suis plutôt du côté immatériel parce que pour moi, c'est plus important. Vous savez, c'est plus important. Les gens vont vous dire... C'est compliqué de convaincre les gens de voter avec l'immatériel. Hein? Parce que les gens vont vous dire, si on se base là-dessus, les gens vont vous dire que Kadhafi était un grand leader, etc., etc. Certes, il a défendu des causes nobles. Si vous allez en Libye aujourd'hui et vous posez la même question, vous aurez les réponses. Le logement était gratuit, l'eau, l'électricité gratuite, tout le monde avait un travail, etc. Mais si le résultat de tout cela nous amène vers une guerre de 10 ans aujourd'hui, vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont échoué. Okay? Donc, quand on dit il y avait quoi avant, il faut regarder où nous sommes aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de dire. Okay? Donc, oui, avant, il y avait mille et une choses, il y avait des entreprises d'État, il y avait. Mais où est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce que ce qu'on avait avant nous a permis d'avancer ou nous a plutôt donné le régime Biya qui nous a ramené 60 ans en arrière? C'est ce que ça a donné. N'oublions jamais que Biya n'est pas président parce que le peuple l'a choisi. Biya est président parce que Ahidjo l'a choisi. Donc si tout ce que vous faites est très joli et puis vous nous placez un monsieur qui nous ramène 60 ans en arrière, vous avez échoué. C'est ce que j'essayais d'expliquer. Voilà. On a compris. Alors, on passe à la rubrique 2, dans la rubrique suivante, qui s'appelle Art et culture. Donc, en français facile, là on arrive chez moi. D'accord. là on arrive chez moi et on va parler de la culture. Alors, pour commencer, première question, de votre point de vue. Bon, on va se tutoyer, non? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'était ta première question. Hein. Ok, bon. Ou bien tu as déjà vu. De ton point de vue, quel est l'état des lieux de la culture du Cameroun? Alors, l'état des lieux n'est pas bien du tout. C'est-à-dire qu'on a énormément, on a énormément de talent. Ça se voit. Et quand j'ai réfléchi un peu parce que je voulais voir jusqu'où j'irais, parce que la culture, ça veut dire tout. Très vaste. C'est tout, hein. C'est pas vaste, c'est tout. C'est un ensemble, c'est tout le pays. D'un point de vue culturel, je crois que, comme dans tout, nous sommes dans une autocratie. Et donc ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont aucun intérêt à faire éclore notre culture, tout simplement parce que dans une autocratie se définit par un régime qui n'a pas besoin que la majorité les soutienne. Ils ont juste besoin d'un petit noyau, une oligarchie qui les soutient et qui fait en sorte que tous les autres suivent. C'est ça une autocratie. Et nous sommes en pleine autocratie au Cameroun. Et quand on est en autocratie, on a besoin de tout contrôler. Et l'art et la culture, c'est le lieu même où la liberté d'expression est sacrée. Ouais. Et donc, et où les voix divergent donc rapidement. vous n'allez pas financer la culture de telle façon que ça vous crée un problème. Vous savez, si on était dans une démocratie, on financerait sans autre tous ces créatifs autour de nous pour faire de la culture une véritable industrie. Je prends l'exemple du Nigeria, que je connais très bien, notre plus gros voisin, notre plus important partenaire.
quand ils sont passés d'une autocratie à une démocratie, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Vous êtes très peu de Camerounais pouvaient me parler de 5 musiciens nigérians. Quand quelqu'un regardait un film nigérian, c'était au quartier avec les petites télés où on payait 25 francs, un genre, merci. Aujourd'hui, le Nigeria est un mastodonte culturel. C'est autre chose. Mastodonte culturel. Ah oui, J'étais dans un bar en Colombie, on ne jouait que ça. On ne jouait que la musique nigériane. Et j'ai même dû expliquer à ces gens que non, tous ceux qui jouent là, ils pensaient que c'était des Américains. J'ai dit non, c'est des Nigérians, c'est des Africains, ils étaient épatés. Et c'est pour dire que quand on investit, quand la liberté est, quand on a une démocratie, et quand ce qui compte, c'est que la majorité du peuple soutient le pouvoir en place pour rester en place, on investit automatiquement dans l'art et la culture. Et on met beaucoup d'argent. Il faudrait mettre au moins 2% de notre PIB, c'est ce que le Nigeria a fait, pour avoir des studios dignes de ce nom, pour faire en sorte que les artistes, pour ne parler qu'eux, puissent vivre dignement. Mais on est dans un pays où l'artiste n'a même pas de statut. Ça veut dire, ça renseigne à merveille de que pensent les autorités en place. Techniquement, les artistes sont dans l'informel. Donc, techniquement, c'est des brouillards. C'est la réalité, c'est pas technique. Hein, c'est ce que je vis tous les jours. Hein. Donc, je suis le député de la circonscription qui a le plus d'artistes au mètre carré au Cameroun. En Afrique centrale. Ah ouais, carrément. Voilà. Et donc, j'en sais un tout petit peu. C'est Vouri-Centre. Vouri-Centre, ok. Il y a tout le monde là-bas, c'est vrai. Berceau du Makossa. C'est vrai, voilà. Ça c'est vrai. Alors, pourquoi dans tous les programmes politiques que j'ai pris la peine de lire, la dernière présidentielle où vous étiez candidat, le paragraphe culture dans chacun des programmes, notamment le vôtre, il est petit. C'est comme si dans vos programmes, pourquoi vous n'y accordez pas suffisamment d'importance? Pourquoi ça n'arrive pas dans le débat politique? Parce que les initiatives comme la tienne n'existaient pas en 2018, pour commencer là. Deuxièmement, vous savez, les programmes politiques ou les propositions n'ont pas besoin d'être kilométriques. Moi, je trouve par exemple que l'artiste a besoin d'un statut. Je trouve que le plus gros problème de la culture camerounaise, c'est son financement et sa place. Je n'ai pas besoin de 3 paragraphes pour le dire. Okay. Mais il en faut plus pour parler sport et économie. Écoutez, si au niveau du sport, par exemple, vous voulez passer par 10 chemins pour parvenir à amener le sport là où vous pensez qu'il doit être, mais il vous faut 10 paragraphes. Quand vous pensez que, par exemple, moi je suis convaincu qu'il est insensé aujourd'hui d'avoir un mastodonte central qui gère l'eau, parce que toutes les communes devraient pouvoir gérer l'eau. Je n'ai pas besoin de 10 paragraphes pour le dire. Vous comprenez? Moi, je pense que c'est inhumain aujourd'hui qu'on ait un gouvernement qui nous place le salaire minimum dans le privé, au niveau où c'est aujourd'hui. C'est tout simplement invivable. Et je n'ai pas besoin de 3 pages pour le dire. Je dis, aujourd'hui, une famille avec 2 enfants, un couple et 2 enfants ne peuvent pas vivre du salaire minimum, point. Tout à fait. Et pour cela, il faut qu'on se fasse violence pour remonter les salaires les plus bas. Vous savez, moi je suis sociodémocrate. Et en tant que sociodémocrate, on veut que la précarité disparaisse. Et que ceux qui sont au plus mal dans la société montent vers le haut. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tirer ceux qui sont vers le haut, vers le bas. Mais quand vous dites que vous allez augmenter le salaire minimum garanti, les gens s'imaginent que vous allez les appauvrir. Non. Quand tous ces gens auront plus d'argent dans leur poche, ils vont consommer plus. Ils vont faire vivre vos entreprises, ils vont payer plus d'impôts, etc. Et le pays ira mieux. Donc il ne faut pas avoir peur qu'il y ait moins de pauvres. Il faut plutôt travailler pour cela. Et pour le dire, pour revenir sur ta question, sur la culture, pour dire ça c'est un point cardinal
de mon projet politique. Donc, je n'ai pas besoin de l'étayer beaucoup plus loin. Vous savez, quand vous dites quelque chose sur 10 pages, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez. Oui, mais ce que nous on comprend dans le milieu culturel, c'est que c'est un peu facile parce que tous les hommes politiques, tous les leaders politiques du Cameroun font vite un raccourci vers le football. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour le monde de la culture que le prochain président de la République doit mettre en place? C'est ce que je vais dire après, mais j'ai fini d'abord ça. C'est moi qui te pose la question maintenant. C'est mon émission. Hein. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est mon émission. Donc tu ne sais même pas ce que tu veux. Non, mais je sais. D'accord, ok. Parce que non. Parce que je te mets au défi. Je veux d'abord. te mets au défi. Ce que je veux, c'est qu'un leader politique oui. assume le fait qu'il va mettre des financements conséquents et qu'il nous dise les mécanismes qu'il va trouver pour le faire. Et tu n'as pas vu ça dans mon programme? Donc tu n'as pas vraiment lu. Non, et c'est ça que tu dis. Non seulement c'est dans le programme, mais dire ce que tu as dit là, c'est une phrase. Oui, mais... Et ça résout ton problème. Non, je n'ai pas fini. Voilà. Parce que, en fait, tu ne vas pas m'avoir. Parce qu'en fait, tous les leaders politiques, ou presque, aiment le football. Parce que le football, quelque part, c'est l'opium du peuple, quelque part. D'une certaine façon, ça l'est devenu. Mais est-ce que l'engouement avec lequel vous, dirigeants politiques, vous parlez du football et vous défendez le football, est-ce que si vous mettez 15 ou 20% dans la culture, ça ne pourra pas devenir quelque chose d'équivalent en termes d'importance dans le Cameroun? Premièrement, je ne pense pas. Je pense pas. C'est une mauvaise comparaison à faire. Moi, je suis fondamentalement keynésien. C'est-à-dire que je pense que la culture doit être une industrie. C'est l'industrie de la culture et l'industrie du sport, etc. La culture doit contribuer au produit intérieur, à la richesse du pays et à la croissance du pays. Ça ne doit pas être une source de coûts. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aller prendre l'argent chez les Bayam Selam qui payent les droits d'étal au marché et prendre cet argent-là et aller remettre aux artistes. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, mais déjà il faut un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le pays peut se faire beaucoup d'argent. Je reprends le cas du Nigeria. L'industrie de la culture au Nigeria, c'est la deuxième source de revenus après le pétrole. Okay. Et on parle en milliards de dollars. Je dis bien milliards. Pour y arriver, il faut un certain ensemble. Qui n'est pas, oui, cet ensemble doit être financé, mais c'est un investissement. Ce n'est pas un coût. Et c'est là toute la différence. Quand on pense qu'on doit injecter de l'argent dans la culture comme si c'était un salaire, c'est-à-dire que tous les mois ou chaque année, on doit mettre tant. Non, ce qu'on doit faire, c'est des gros investissements pour mettre la culture à niveau. S'il faut investir, par exemple, ce que j'ai proposé en 2018, qui fait toujours partie de mes propositions, c'est quand même insensé qu'un pays avec autant de talent n'investit pas dans l'éducation autour de la musique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de conservatoire, on n'a pas... voilà, il faudrait... De la formation, il faudrait que la musique entre à l'école. Un pays qui investit des milliards pour enseigner le chinois aux enfants, mais qui ne le fait pas pour enseigner la musique, même le chant. Vous savez, on peut commencer avec le chant et le solfège. On n'a pas besoin d'acheter des guitares dans toutes les écoles. Il faut commencer quelque part. Et si on introduit la musique dans les écoles pour septembre de l'année prochaine, pour la rentrée... Il y avait ça avant, par contre. Oui, surtout dans le privé. Si on introduit vous voyez le nombre d'opportunités d'emploi que ça donnerait à nos musiciens, parce qu'il ne faut pas seulement penser aux stars, il faut penser à tous ceux qui gagnent leur vie, si on peut appeler ça ainsi, en jouant dans des fêtes, dans des cabarets, etc. C'est des milliers d'emplois concrets et qui changent déjà comme ça la vie de ces gens-là. Mais il faut une volonté politique forte pour y arriver, comprenez? Et je dis tout simplement que moi, j'ai la chance d'être un élu de la circonscription qui compte le plus d'artistes au Cameroun. Et donc, je ne me vois pas président de la République en train de ne pas m'occuper de ceux qui m'ont porté si longtemps. Ok, alors, Joshua, je t'ai connu un peu plus de 10 ans. Tu venais à nos spectacles.
d'humour. Oui. Mais dès que tu as été élu député, on t'a plus vu. Qu'est-ce qui s'est passé donc? C'est pas vrai. Quand on est... C'est pas vrai. Bon, c'est peut-être que d'humour. En tout cas, les Bon, je vais te dire, les miens, tu ne venais plus. Non. Tu venais avant, mais tu as une fois décidé- député, tu n'as plus eu le temps. Valérie, tu as passé? décidé de donner une autre tournure à ta carrière. Tu étais brillant. Je venais à tes spectacles. À un moment donné, tu t'es dit que les Blancs méritent mieux tes spectacles que nous, les Camerounais. Je ne vais pas partir de Douala pour aller te voir en France. J'ai attendu que tu reviennes. Tu es revenu. Je crois que tu m'as dit que tu étais là. J'étais même surpris quand on s'est revus. Et tu t'es installé ici à Etoile-Meki. Malheureusement, et je te l'avais dit au téléphone, mon emploi de temps ne me permet pas d'être libre en fin de semaine. Ok, parce qu'il faut voyager, parce qu'il faut se déplacer, etc. Donc, je suis rarement en ville en fin de semaine. Ok, donc c'est tout. Mais tu aurais un tout petit peu d'honnêteté pour les jeunes qui sont ici, parce que j'ai fait ma douce au souhait, mais tu aurais aussi dû le faire, parce qu'avant d'entrer ici, je t'ai donné rendez-vous pour ton spectacle de ce soir. Donc, Oui, mais... tu aurais déjà dû effacer cette question. Ah non, mais ça c'est ce Ou soir. tu fais... Mais il faut d'abord que ce soir arrive et que tu viennes pour que je confirme que tu es venu. Non. Il faut avoir l'honnêteté que sans savoir que tu aurais cette question, je me suis dit après tout, et je t'ai dit, avec ceux qui m'accompagnent, qu'on viendrait ce soir. Oui, mais ça, à c'est ton le spectacle réflexe. de 20 Peut-être que les hommes politiques, les leaders ont la boule de cristal et qu'ils anticipent sur les questions des gens. Non, pourquoi? Bon, alors, est-ce que si demain, Joshua aussi est président de la République du Cameroun, est-ce que dans l'emploi du temps d'un président de la République, tu pourras quand même avoir et l'envie et le temps de venir voir un spectacle? C'est promis. Ok, c'est promis, on a enregistré. Ça, je vais découper cette partie-là. Regardez, je vais garder cette partie-là. C'est promis. Je le dis avec plus de conviction. Voilà que je vais garder la partie-là. Mais pour ça, il faudrait aussi que tu travailles tes spectacles pour que ça devienne des spectacles présentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que si en tant que président de la République, si j'invite un autre président de la République le soir pour venir voir Valérie Ndongo, il faudrait que quand il rentre dans son pays, il dise voilà, vraiment, hein? Non, tu vois ce que je veux dire? Donc, non, aussi, tu as je veux mettre un niveau puisqu'il y aura quand même... toi aussi, tu as du travail. Voilà. Oui, ça c'est un bon challenge. Mais je vais quand même garder la partie où il a promis qu'il reviendra. Alors, on va aller un peu terre à terre. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a eu un gros clash dans les réseaux sociaux entre des Bordeaux, les Konfa, de la Côte d'Ivoire, Marlox du Cameroun, autour de la chanson Viviane de Prince Aimé. Je sais que les réseaux sociaux, tu y es. Hein? Et j'imagine que tu as suivi ce clash. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose, mais je dois t'avouer que je n'ai pas suivi. Vraiment, il y a une chose d'extraordinaire avec les réseaux sociaux. C'est que quand vous avez un temps limité dans la journée, vous choisissez ce que vous regardez. Donc, je ne l'ai pas suivi parce que ça ne m'intéresse pas. Okay. Voilà, ce n'est pas constructif. Si quelqu'un me présente une solution pour payer moins d'électricité ou pour produire plus d'électricité, je vois un nouveau spectacle de Valérie Ndongo, oui, je vais prendre du temps pour regarder, mais si c'est des clashs, ça ne m'intéresse pas, je passe à autre chose. Ok, mais quand même, juste en passant, c'est un clash quand même il y a eu, pour une des rares fois quand même, une espèce de mouvement de solidarité autour de Prince Aimé pour que sa chanson fasse des millions de vues. Effectivement, c'était un clash à la base, mais qui a quand même abouti sur quelque chose d'intéressant. Alors, pour sortir de cette rubrique, là, on est dans un comedy club, le Valérie Ndongo Comedy Club. Alors, je vais te demander, normalement, c'est une question facile pour toi, normalement, de me citer 5 humoristes encore vivants en dehors de Valérie Ndongo. Tu sais pourquoi la question est difficile? Non, pour moi, je dis juste pour parce dire. Que, non, parce que humoriste, ça dépend si c'est des gens qui font ça comme un hobby ou un métier, l'un ou l'autre,
ou alors c'est des gens qui me font rire. Parce que si c'est des gens qui me font rire, ça devient plus compliqué. En tout cas, c'est... Non, Quand tu parce finis que de citer... j'ai suis en mesure de te levé dire la si main c'est pour humoriste dire ou pas. j'ai levé la main pour dire que je serai sincère. Et peut-être juste pour le prochain qui va passer, tu baisses les tableaux, parce que je pourrais juste regarder les tableaux et les citer. Mais j'ai des gens que j'aime beaucoup, qui ont non seulement du talent, mais on ressent qu'ils travaillent énormément. J'attends les noms. Hein. Oh. 5 seulement. Vivants. Parce qu'il y a... J'étais pas avec eux ce matin, donc je peux citer un nom alors que je ne le souhaite pas, mais donc disons vivant jusqu'à hier, voilà. Voilà, disons vivant jusqu'à hier. Il y a mon ami Moustique, Moustique, qui est exceptionnel. Il y a... qui me font rire. Hein. Oui, oui. C'est ça mon problème. Donc, non, qui te font rire ou pas, c'est pas grave. Non, c'est que tu n'es plus humoriste si tu me fais pas rire. Non, un humoriste peut ne pas te faire rire, mais il est quand même humoriste parce qu'il fait rire les autres. Bon, donc, alors, Moustique le charismatique, tu es le seul humoriste que l'un des potentiels futurs présidents du Cameroun connaît. C'est pas ça. Là, tu n'es pas sincère. Bon, j'ai dit, il a pu citer. Oui, que j'ai pu citer. Oui, c'est ça que j'ai redit. Et que je regarde et qui me fait rire. Oui, mais je n'ai pas mis la condition que de citer tu ne peux pas m'imposer tes conditions. Si un humoriste... Je dis seulement que si un humoriste, au bout de 2-3 fois, ne me fait pas rire, il est toujours la première des choses... Oui, il est peut-être humoriste, mais je ne retiens pas son nom. Pourquoi je veux retenir le nom de quelqu'un qui ne me fait pas rire? Bon, en gros, je sais que si il y a les musiciens, tu vas en citer au moins 15. Non, pour revenir sur les... Vraiment, c'est pas... Je peux citer à l'appel, hein, donc vraiment... j'aimerais pas que... J'attends l'appel. J'aimerais pas sortir du contexte que moi-même, je me suis fixé. En fait, je me suis fixé mon propre piège, donc je resterai à Moustique. Voilà. Ok, Moustique, voilà. On va dire Moustique. Donc, ok, alors on passe à la rubrique suivante, qui est une rubrique de questions envoyées par 2 collègues. Alors, 2 collègues humoristes. Que je n'ai pas cité. Que tu n'as pas... Non, si, parce qu'il y a Moustique parmi. Ah, d'accord. Il y a Moustique parmi. Alors, donc, tu as play et tu écoutes la question de Moustique. Ok. J'espère que la prochaine vient de Majorance. Très cher confrère de l'opposition, je suis M. Mbinam Ndouga, philosophe Gutenberg, président du PENIS, entendu par là le Parti de l'émergence nationale pour l'intégration sociale. Je suis heureux de vous voir sur ce plateau et de savoir que vous êtes invité à une émission d'un jeune comme celui-là. Mais je me pose la question, en tant que jeune, sachant que vous avez marché sur les sentiers bien tracés par le chairman de regretter mémoire, John Fundi, oui c'est ça, je suis nouveau en politique. Je voulais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que vous péchez en faisant la politique comme les politiciens anciens? Durant plusieurs célébrations, plusieurs cérémonies, en tant que jeune, on ne vous voit pas vous regrouper là où les jeunes sont. Est-ce que c'est normal? Dans les concerts, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Est-ce que vous pensez que vous allez parler à un électorat seulement lorsque les élections approchent? En tant que jeune politicien, nous aurions voulu vous voir beaucoup plus proche. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce les codes de votre parti ou alors votre éducation politique ne vous permet pas? Parce que nous, on ne vous voyait pas depuis. C'est maintenant qu'on vous voit. Moi, au moins, je travaille, je joue au 2-0 avec les jeunes au quartier, je fais des photos avec eux. Quand il y a les conseils, je pars. Est-ce que vous allez seulement penser à eux quand il va falloir faire les campagnes électorales? Monsieur Joshua, si je vous salue, et il paraît que vous travaillez dans le Ngomna. Ça ne vous gêne pas? Ok. Alors, ouais, j'avais bien raison de le citer. La première chose, c'est que être opposant n'est pas un métier. Okay, c'est juste un statut. Et qu'on souhaite comme statut provisoire parce que, en fait, si on fait vraiment de la politique, il faut pouvoir gérer la cité pour pouvoir mettre en place
ce qu'on propose, les politiques publiques qu'on propose. Donc, il n'est pas question d'être partout. Il n'est pas question de se cloner. Je pense que mon emploi de temps, en tant que père de famille... Mais dans les grands concerts, quand même. Pardon? Dans les événements, on va dire, majeurs. Oui, vous savez, je trouve ça nauséabond d'aller à un concert parce qu'on veut se faire voir. Quand on va dans un concert, c'est pour le spectacle qu'on a devant soi. Mais du coup, vous n'y allez pas ou Mais quoi? bien sûr, le problème, c'est que vous ne vous produisez pas dans les vrais spectacles où nous on va. Et c'est pour cela que vous ne nous voyez pas. Dans quel spectacle? Et même si tu fais bien cette tête, tu sais de quoi je parle. Et même Oui, parce que je me demande de quel spectacle tu parles. Et même si on va, tu sais très bien, et même si on va, comment dirais-je, on va dans un spectacle quelconque, on ne va pas là-bas. La star, c'est l'artiste, ce n'est pas nous. Donc on est dans la foule. Et on ne prend pas le temps pour appeler l'artiste si on le connaît, on a le privilège d'avoir son numéro. Ah, je suis là dans la salle. N'oublie pas de m'appeler, comme ça les gens vont voter pour moi. Je trouve ça nauséabond. Ok, je ne fais pas ça. C'est comme je trouve même la pratique de, on appelle ça comment aujourd'hui, de la talakou. Je trouve ça nauséabond. Ça, c'est autre chose. C'est la même chose. Non, c'est autre chose. C'est la même chose. Quand La on va, talakou, c'est quelqu'un qui, voilà, écoutez, il prend les pour mêmes, prétexte ceux qui font ça. Donc, on n'a qu'à ouvrir un fonds pour le financement, un fonds d'aide à la culture et que les gens aillent jeter l'argent dedans. Ils font ça parce qu'ils veulent se faire voir eux. Alors que moi, je viens à un concert pour voir l'artiste. Et voyez-vous que si on ne comprend pas ça et qu'on est peiné de voir ça et que en général, vous payez votre billet pour voir un spectacle et vous arrivez au spectacle et puis la moitié du temps pour lequel vous avez payé, ce sont des gens qui veulent se faire voir en venant jeter des billets de 500 sur le front des artistes. Il y a aussi les billets de 10 000 dedans. J'aimerais me limiter aux billets de 500 parce que les billets de 10 000 en général, ça ne met pas une demi-heure. Vous voyez, on est gêné. On est gêné. Et moi, je vais au spectacle. Je vais au concert quand je peux. Et quand il y a un concert autour de moi, j'y vais. Dès que je peux. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut, il faut encore revenir sur le fait que malheureusement, l'emploi quand quelqu'un est en politique comme je le suis et que vous dirigez un parti politique national, vous êtes obligé d'être partout autant que possible. Donc, j'ai compté en 2023, j'ai passé un seul week-end à Douala, qui est quand même à base. Un seul sur toute l'année. Vous voyez? Donc, vous êtes toujours, vous devez être à des mariages, vous devez être à des enterrements, vous devez être à des réunions, vous devez être à des événements. Maintenant, il faut ajouter vous recevez des spectacles, vous recevez le mois de décembre de cette année, j'avais 38 invitations au mariage. Sur les 38, il y a une vingtaine auxquelles je devais y aller. Parce que c'était des gens proches. Vous savez. Et quand tout le monde décide d'avoir le concert et le mariage et l'enterrement le même jour, vous faites comment? Vous venez au concert? Non. Parce que le concert, vous pouvez rattraper. Vous espérez que l'artiste va vivre encore 20 ans, donc vous avez 20 ans pour vous rattraper. L'enterrement, c'est une fois. Le mariage, on l'espère aussi, c'est une fois. Une fois, en principe. Donc, en principe. Donc, vous faites quoi? Vous donnez des priorités aux événements qui sont factuels, qui sont là, que vous ne pouvez pas rattraper par la suite. L'artiste, vous pouvez toujours rattraper. Okay. Et puis, j'ai la chance aussi de vivre ma circonscription étant le berceau de la culture camerounaise et de la musique camerounaise. J'ai la chance d'avoir tout plein de cabarets autour de moi. Tout à fait. Et donc, les week-ends, je ne me prive pas en semaine, si j'ai un peu de temps en sortant du bureau, aller prendre une bière dans un cabaret pour poursuivre. Voilà. Et dans ces cabarets-là, on a la chance aussi qu'il y ait des grands noms qui passent de temps à autre, au hasard des choses. Hein. Donc, un grand nom, puisqu'ils vivent tous dans ma circonscription ou presque, qui vient pour prendre une bière aussi ou un jus, et puis il prend le micro, et puis on a l'équivalent d'un grand concert comme ça, en live, en scène privée. Voilà. Ok, donc on retient que le planning
est la principale chose qui vous empêche d'aller dans les concerts et aussi vous évitez le match vu. Entre guillemets, on va dire ça comme ça. Oui. En fait, non. Éviter le match vu, c'est pas bien dit. C'est-à-dire que je trouve que c'est... De spoiler l'événement Voilà. d'un artiste en Voilà. venant... Ok. Voilà, en essayant de prendre sa place. Exactement. Si on va à un concert, qu'on s'assoit à sa petite place derrière, qu'on regarde et qu'on rentre chez soi, et puis peut-être le lendemain l'appeler pour le féliciter. C'est pas S'il y a grave. une critique, D'autres vont vous critique, filmer, voilà. ils vont dire que vous étiez là. Alors, il y a... Je n'ai pas peur de ça. Oui. Je n'ai pas peur de ça. Ok, Ce que c'est je normal. disais tout simplement, c'est que la star, c'est celui qui est sur scène. C'est ça. C'est Ok. tout. Alors, deuxième et dernière question, toujours envoyée par un collègue que vous ne connaissez pas et que vous allez découvrir. Chairman Joshua aussi, bonjour. Je suis Atoupson, humoriste et comédien camerounais. Une certaine opinion vous attribue des accointances avec le régime en place, notamment la location des avions présidentiels. Est-ce que cette proximité avec le régime ne vous décrédibilise pas en tant que leader d'un parti d'opposition et par ricochet ne fait pas perdre au SDF sa notoriété d'antan? Parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, le parti SDF ne fait plus peur au régime comme à l'époque. Nous avons plutôt les petits poussets comme le PCRN et le MRC qui sont aujourd'hui les partis qui, entre parenthèses, font trembler un peu le régime. Est-ce que le SDF n'a pas beaucoup perdu du fait de cette proximité avec le régime en place? Alors, je ne sais même pas par où commencer. La toute première chose, c'est que ce sont les extrêmes qu'il faut éviter en politique. Et ce sont les gens, des militants de ces partis extrémistes qui répandent l'information selon laquelle je louerai des avions au président. Je souhaite que ce soit vrai. Je ne serai peut-être pas assis ici devant toi. Je serai peut-être... On ferait l'interview dans un jet privé. Tranquille. Mais malheureusement, pour Atoupson, et c'est ça le drame de l'éducation politique, malheureusement pour lui, il se base sur une question, une affabulation. Okay, je n'ai de toute ma vie jamais travaillé avec une entreprise et eu des actions ou à titre privé, c'est-à-dire de près ou de loin, fait quoi que ce soit avec la présidence de la République. Okay? Il y a des gens qui disent que je loue des avions au président de la République. Je dis, mais qui viennent donc me le démontrer que j'ai loué un avion? Et je souhaiterais pouvoir louer des avions. Ça serait bien. Ça serait bien pour ma famille. Business, ça serait pas mal comme famille, mais ce n'est pas vrai. C'est des affabulations, des constructions de l'imaginaire des gens qui, malheureusement, n'ont rien d'autre. Vous savez, quand vous n'arrivez plus à critiquer un programme politique ou un homme politique parce qu'il vous fait un sans faute, vous commencez à chercher des choses à gauche, à droite. Et cet assassinat de caractère devrait être... Au fait, j'ai décidé pour la première fois l'année passée d'aller au tribunal. Ok. Heureusement. Pour cette raison-là? Pour cette raison. Parce que quelqu'un est allé à la télévision dire que je n'ai jamais fait la commande publique, c'est-à-dire que je n'ai même jamais fait un marché avec une mairie. Étant au contrôle de mairie, je n'ai jamais fait un marché public de ma vie. Okay. Jamais. Je dis marché public tout court. Deuxièmement, je n'ai aucun lien commercial que ce soit avec le gouvernement camerounais ou avec la présidence de la République. Jamais. Okay. Donc il faut, vous savez, quand on est dans les extrêmes, on ne fait pas peur à un régime. Il faut le dire à Atoupson. Quand on est dans les extrêmes, ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas la vraie vie. Ce qu'on voit à la télé ne nous délivre pas du mal dans lequel nous vivons. Pour se faire, pour y arriver, il faut être constructif. Il faut travailler le terrain. Il faut avoir ses scrutateurs. Il faut avoir le parti implanté partout.
Il faut vraiment, des fois, quand vous voyez un leader trop souvent à la télé, ou ses équipes trop souvent à la télé, il faut vous poser la question, où est-ce qu'il vous amène? Parce que ce n'est pas là qu'on construit l'alternance. L'alternance se construit sur le terrain. Et malheureusement, les gens pensent, encore une fois, que si on va à la télévision et on insulte M. Biya, on insulte ses ministres, on sort très souvent malheureusement, sur des informations non fondées, qu'on crée des polémiques ou des scandales, etc. Automatiquement, on est populaire, mais ça ne fait pas de vous un homme politique pertinent. Parce que je ne voudrais pas que le Cameroun demain soit dirigé uniquement par ceux qui critiquent. J'aimerais que le Cameroun soit dirigé aussi par ceux qui peuvent proposer des vraies solutions aux problèmes des Camerounaises et des Camerounais. Et c'est là-dessus que je suis. Donc ce n'est pas parce que je ne passe pas mon temps à insulter que, j'accepte ce qu'ils font. Parce que si je voulais rentrer au gouvernement de M. Biya, j'y serais depuis très longtemps. Si je voudrais, mais bien sûr, si je voudrais avoir des avantages, je les aurais depuis très longtemps. Mais un des travaux d'un régime comme celui de M. Biya pour rester au pouvoir, c'est de toujours proposer des choses à ses opposants, toujours mettre sur la table. C'est pour cela que vous voyez les gens de Dieu Momo au gouvernement aujourd'hui, vous voyez tous ces gens de Dieu Momo sont partis, n'atteint pas la cheville, excusez-moi, vous le savez très bien, du SDF. Donc si on voudrait avoir 4-5 postes ministériels, on les aurait depuis très longtemps. Mais le problème, c'est que nous voulons une alternance au système. Et c'est pour cela qu'entrer au gouvernement ne nous intéresse pas. Et la position qui est la mienne ne me permet pas, malgré le fait que l'entrepreneur que je suis ne devrait pas choisir ses clients, mais je ne peux pas aller travailler dans un système que je combats. Parce que la première des choses que je combats dans ce système-là, c'est la corruption. Donc je ne peux pas me voir en train d'aller corrompre quelqu'un pour aller, puisque tout ce qui se passe dans la commande publique est autour de la corruption, je ne peux pas me voir en train de corrompre quelqu'un pour avoir un marché, quel qu'il soit, et ensuite corrompre un autre pour me faire payer. Parce qu'en fin de compte, c'est le contribuable qui paye. Tout à fait. Okay? Parce que tout ce que nous avons coûte 10 fois plus cher à cause de toute cette corruption-là. Moi, je suis fondamentalement contre cela. Et c'est pour ça que je ne peux même pas prendre cette voie. Et je mets quiconque au défi de venir me dire, démontrer une seule instance où j'ai été de près ou de loin mêlé d'une façon à la commande publique, même tout à fait honnête. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais même pas comment ça se passe. Si vous me demandez comment est-ce qu'on fait un marché public, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que je ne sais même pas comment, je ne sais pas à quelle porte toquer et comment y arriver. Et puis j'aimerais juste finir sur cet élément. Je disais tantôt que j'ai dû porter plainte parce que l'assassinat de caractère, c'est quelque chose de terrible. Vous savez, quand les gens disent que vous avez 1 milliard, quand vous avez un deuil dans votre famille, tout le monde vous regarde. Parce que même eux, ils croient à la bêtise que quelqu'un a racontée. Et donc, vous vous retrouvez dans des problèmes pas possibles. Parce que quelqu'un, pour se faire joli auprès de l'opinion, vient raconter des conneries sur vous. Donc, il fallait que je porte plainte. Bon, entre-temps, le jeune homme a vu l'ampleur de la chose. Il ne veut pas passer 5 ans en prison, etc. Il s'est rétracté. Il s'est rétracté. Ce n'est pas encore officiel. Mais je pense que ça sera fait dans les jours à venir parce que mon objectif non plus, ce n'est pas de remplir les prisons. Mais les gens doivent comprendre le risque qu'ils prennent quand ils disent des choses comme ça. Parce que si moi je ne porte pas plainte, de l'autre côté, ils peuvent porter plainte. Parce que c'est aussi une affabiliation pour eux. Et au fond même de l'histoire, moi je rigole parce qu'aujourd'hui, il y a un grand homme, Monsieur Maraf Hamidou Yaya, qui est en prison, et un qui est au Maroc aux dernières nouvelles, mais qui est toujours condamné, qui sont en prison parce que le président n'a pas d'avion. Et on dit, parce que d'autres disent que je répare l'avion du président, je dis, mais sortez les dents de prison. Parce que dans ce cas-là, le président a un avion et c'est moi qui les répare. Donc vous ne pouvez pas d'un côté célébrer le fait que les gens sont en prison parce que le président n'a pas d'avion et de l'autre accuser quelqu'un qui répare les avions du président. Et
pour la petite histoire, je ne suis pas mécanicien, passant. encore moins ingénieur en aéronautique. Donc, c'est même en dehors de mes compétences. Même Mais si alors, est-ce que, ça c'est vraiment une question qu'on se pose, vous êtes proche de la famille présidentielle ou pas? Non. Ok. On passe Non, à la non, rubrique. je suis contre le système que M. Biya incarne et je suis son opposant et je m'oppose à ce système-là et il le sait. Mais ça ne veut pas dire que si ce soir, quand je viens à ton spectacle, il y a un membre de sa famille dans la salle, que je ne lui dirai pas bonjour. Tout à fait. Ouais, donc, la courtoisie, donc, toujours. Voilà, donc, Ok. et même je peux discuter avec eux, on peut échanger, et des fois on ne sait pas, peut-être ce que je dirais arrivera aux oreilles du président. Voilà.